Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46. Je sais qu'il y a certains auditeurs qui se disent tiens, on a des difficultés à vous avoir aujourd'hui ce matin sur Internet. Oui, il y a un problème de serveur. Hein. C'est tombé en panne. C'est pas de notre fait. C'est tombé en panne. C'est reparti. Ça redémarre. Voilà. Enfin bon, ne vous inquiétez pas. On est en train d'essayer de tout rétablir. 8h donc 46. Il y a ces élections américaines qui vont être très scrutées. Les élections législatives, hein, en quelque sorte, c'est ça. Donc, parce que il y a Joe Biden qui est au pouvoir, on le sent quand même usé, fatigué, ce que disent beaucoup certains en fait aux États-Unis. Puis Donald Trump, que l'on croyait finalement, parce qu'il avait perdu il y a 2 ans, oublié en tout cas pour cette histoire, il a envie de revenir et il est au milieu, comme le disait André Caspi, au milieu des Républicains aujourd'hui pour essayer d'imposer les Républicains de nouveau au Congrès. On va en parler dans un instant avec vous, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Lydia Guérouz, Philippe Bilger et Éric Revel. Mais Éric Revel, vous vouliez revenir aussi d'un instant parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant là, ce qui s'est passé cette nuit au Sénat, mais qui est depuis quelques jours, on en parle depuis quelques jours. Il y aurait un projet du gouvernement de faire passer l'Agirc-Arrco sous contrôle, enfin en tout cas avec l'URSSAF. L'Agirc-Arrco, oui. C'est la complémentaire retraite qui est utilisée par 13 millions de personnes aujourd'hui pour les salariés du privé et les cadres, et qui est plutôt globalement bien géré. Hein. Non seulement ces 2 régimes de retraite complémentaires sont bien gérés, mais ils ont accumulé les salariés, les 13 millions de salariés qui en bénéficient et les salariés qui ont cotisé. L'Agirc-Arrco a accumulé un trésor de guerre de 87 milliards d'euros. Donc 87 milliards d'euros pour l'Agirc-Arrco. Et dans le projet de loi sur les retraites, l'idée, ce serait pour le gouvernement de faire basculer cette trésorerie en direction de la sécurité sociale pour avoir plus de cohérence sur le financement de la réforme des retraites. Le problème, c'est que beaucoup de politiques, et là c'est transcourant, même chez les partenaires sociaux. On a entendu Patrick Caner, le socialiste, qui est plutôt d'accord avec les LR pour ça. Voilà, alors ça va de la CGT au MEDEF, qui disent, attendez, là en fait c'est de la captation, je ne vais pas dire d'héritage, mais c'est de la captation financière, et c'est une façon pour le gouvernement sans doute de récupérer quelques milliards, dizaines de milliards d'euros. Alors les partenaires sociaux sont vent debout. Normalement tout cela, après cette rebuffade du Sénat cette nuit, qui a considéré que c'était une captation financière, bon, c'est l'Assemblée qui décidera, donc tout ça doit venir normalement sous forme d'un vote 49.3 le 15 novembre prochain. Et alors, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais vu l'unanimité qu'est cette ponction de 87 milliards d'euros, tout parti politique confondu, je me demande dans quelle mesure cette captation va pouvoir passer à l'Assemblée nationale. Et je me demande même si les LR ne seraient pas en position de voter contre. Et là, si le 49.3 entraîne des dépôts d'une motion... Mais non, mais j'en sais rien. On n'est pas à l'abri, en fait, de... Très peu de gens parlent de cette histoire de ponction de la trésorerie de l'Agirc-Arrco, et je pense que c'est quelque chose qui peut fédérer toutes les oppositions à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est un feuilleton, en tout cas, à suivre, et on voulait de nouveau en parler. On y reviendra probablement demain également, et tout au long de la journée sur Sud Radio. C'est un peu technique, mais en même temps, on comprend bien. Oui, mais c'est l'argent des salariés. C'est l'argent des salariés français. Évidemment, vous les avez mis de côté et puis on vous les prend, quoi. Hein. C'est ce qui se passera probablement. C'est ce que disent certains aussi avec l'assurance vie. Revenons aussi à ce qui va se passer aux États-Unis. On dit que les Républicains sont largement favoris. Lydia Guérouz, votre regard sur ces élections américaines qui sont en train de se jouer? Moi, ce qui me frappe, c'est quand même l'omniprésence de Donald Trump. Donald Trump qui avait perdu les élections présidentielles, et là, on ne parle que de lui. Il a su aussi imposer ses candidats dans cette élection contre parfois l'avis du parti les Républicains, et on voit que finalement il a réussi à semer quelques germes pour peut-être au-delà de ces élections, peut-être préparer sa future réélection. Donald Trump n'a pas perdu de vue l'objectif de redevenir président des États-Unis, et c'est assez fascinant quand même. Oui. D'ailleurs, et il l'a dit hier soir, enfin c'est pas ça, mais écoutez ce qu'il disait.
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Voilà, grosso modo, je vais vous faire une grosse annonce mardi prochain, le 15, dans ma maison en Floride, quoi. Ça pourrait être ça. Philippe Bilger, surprenant ou pas ? Non, parce que j'ai cherché à indiquer tout à l'heure à quel point Donald Trump est un personnage politique complètement atypique qu'on a probablement à la fois surestimé et sous-estimé. Ouais. Parce qu'au fond, il démontre il demeure irrésistible malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, et notamment le scandale du Capitole. Ouais. C'est tout de même extraordinaire de voir à quel point il s'inscrit dans les tréfonds d'un parti républicain qui s'extrémise de plus en plus. Oui, c'est ça. Certains disent que la démocratie, alors évidemment c'est le camp démocrate qui le dit, mais pas que la démocratie pourrait être en danger aux États-Unis. Oui, pardon, Patrick, de reprendre la parole. Oui. Ce qui me semble évident, c'est que la conception démocratique aux États-Unis, comme dans d'autres pays, tend à devenir plus vigoureuse, plus rigoureuse, plus rigide, s'extrémise, pour reprendre mon terme. Et je ne crois pas que ce soit forcément lié à Donald Trump à la partie des... Voilà. Ouais. Je pense que la démocratie devient plus... s'extrémise profondément parce qu'elle ne veut plus être naïve ni sulpicienne. Oui, c'est ça. C'est très juste. C'est vrai qu'on sent qu'il y a aujourd'hui dans les débats, mais que ce soit aux États-Unis, même d'une certaine manière en France, plus de violence finalement, plus de violence, moins d'écoute, plus de, je dirais, de conflits et moins de dialogue. Il n'y a plus des débats, il y a des confrontations. Et c'est vrai que c'est devenu plus ça s'extrémise, comme le dit Philippe Bilger, et d'une certaine manière, ça met en danger ce qu'est censé être la démocratie. Oui, Éric Revel. D'abord, il fait montre d'une résilience, Donald Trump, politique absolument hallucinante. Je rappelle qu'il est sous le coup d'enquête pour certains de ses soutiens ont donc envahi le Capitole. Il est sous le coup d'enquête financière, judiciaire, très lourde. Et pourtant, il a relevé le gant. C'est lui qui fait campagne pour les Républicains pour ces midterms. Alors, il faudra voir le résultat. Mais si les Républicains l'emportent face aux démocrates, c'est sûr que ça va redonner, si j'ose dire, une jeunesse politique à Donald Trump. C'est évident. Et le fait qu'il annonce que mercredi prochain, mardi prochain, il va sans doute être de nouveau candidat à la présidentielle. Non, attendez, surprise, il dit, je vais vous faire une grosse annonce. Oui, il va peut-être pas... Il fait du teasing, mais il va dire... Il a été animateur de télévision. Il va dire qu'il fait un 20e trou à son golf personnel. Non, je crois pas. Non, c'est pas ça la grosse annonce. Donc si c'est le cas, non seulement il va surfer sur la potentielle victoire des Républicains pour cette élection, mais en plus il prendra de court tout le parti républicain américain en annonçant à 2 ans avant qu'il est candidat. Donc ce sera très difficile pour les républicains de les loger, d'autant plus qu'une partie des électeurs républicains aux États-Unis considéreront que si les républicains gagnent les midterms, c'est grâce à Donald Trump qui a mouillé la chemise. Donc en fait, il est sur une trajectoire absolument hallucinante. Maintenant, est-ce que la démocratie pour autant est menacée aux États-Unis? J'en sais rien. Enfin, s'il se représente, ce qui manque pas de sel, c'est qu'il a quand même confiance dans le système électoral américain. S'il se représente, alors qu'il a contesté, qu'il n'a cessé de contester l'élection de Joe Biden, c'est quand même marrant. C'est ça. Quelque chose s'est installé, y compris chez les militants et les sympathisants, les républicains aux États-Unis. C'est l'idée que cette élection, l'élection présidentielle, a été volée et que Biden, d'une certaine manière, et les démocrates ont un peu trafiqué et ont volé cette élection. Donc ça aussi, ça permet de mobiliser. Alors qu'il y avait un écart de voix pourtant après. C'est important en tout cas. Mais bon, après c'est le système. C'est ce système qui est ainsi aux États-Unis. Et puis la question du jour que nous posions ce matin, les résultats de ces élections de mi-mandat américaines peuvent-ils les résultats influencer selon vous la situation internationale? Vous dites oui, c'est certain, à 61%. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup Parce que les républicains ont déjà dit qu'ils étaient majoritaires, ils voteraient moins de crédits militaires pour l'Ukraine. Non, c'est vrai. On en
reparlera évidemment sur Sud Radio, bien sûr, tout au long de cette semaine. Jean-Jacques Bourdin, par exemple, tout à l'heure, entre 11h et midi, posera cette question en forme de provocation, comme il sait le faire, Jean-Jacques, pour susciter le débat. Pensez-vous possible l'avènement d'une dictature aux États-Unis? Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis André Berkoff, qui vous fera vivre aussi ces élections américaines à partir de jeudi, tous les résultats, toutes les conséquences en direct des États-Unis. Il est 8h56, mettez-vous d'accord dans un instant chez Valérie Expert.